Nous sommes lundi 6 avril 2026. Auditrices, auditeurs des programmes du studio Kalangou, bonsoir et bienvenue dans votre émission Le Niger sur Kalangou. À la présentation, je suis Mokhtar Hamadou avec moi, Maman Ada. Bonsoir Ada, comment vas-tu? Je vais bien Mokhtar, et de ton côté? Je vais super bien, alhamdulillah. De l'autre côté de la vitre du studio, Soumana Amadou, un clin d'œil à Abdullah Yacouba alias Bonga Lastar, le technicien du jour, et Adam Daki, la chef d'édition. Alors Ada, qu'avons-nous au menu de ce soir? Installez-vous confortablement dans cette émission. Nos auditeurs auront une bonne dose de la musique nigérienne. Pour la partie entretien de ce lundi 6 avril, il sera essentiellement question de l'enseignement et de la formation professionnelle et technique dans la région de Tillabéri, malgré les défis sécuritaires. Et oui, et comme chaque lundi, il y aura votre rubrique justice. Une fois n'est pas coutume, à la place du reportage des régions, ce soir, nous nous intéressons à une réalité encore peu visible, à celle des hommes qui partagent la vie de femmes engagées dans l'activisme et le leadership, un magazine réalisé dans le cadre d'une coproduction. Et comme chaque jour, fidèles auditrices, auditeurs, vous aurez votre rubrique loti et bien évidemment de l'actualité sportive dans cette émission. Chers auditrices et auditeurs, nous allons débuter notre émission avec la première partie de l'entretien du jour. Mais avant, nous allons souffler un peu en musique et cette fois-ci, nous allons écouter le titre Rumji de Gez Bandagadez. Savourons ensemble. Après cette pause musicale, retour à présent au studio avec la première partie de l'entretien du jour.
Et oui, Maman Ada, malgré les défis sécuritaires persistants dans plusieurs localités de la région de Tillabéri, la formation professionnelle et technique reste au cœur des préoccupations des autorités nigériennes. Les établissements publics continuent de fonctionner à travers la région et affichent des résultats satisfaisants. À Tillabéri, notre correspondant Abdelaziz Hassoumi s'est entretenu avec Mahamadou Tchouloum, directeur régional de l'enseignement et de la formation professionnelle et technique. On l'écoute. C'est l'État qui fixe les priorités dans un pays. Nous, on ne fait qu'appliquer la politique, n'est-ce pas, de l'enseignement et de la formation professionnelle en région à travers nos attributions. Comment positionnez-vous la région de Tillabéri par rapport aux autres régions du pays en matière d'enseignement et formation technique et professionnelle? Donc la région de Tillabéri n'a rien à envier également par rapport aux autres régions. Seulement ce qu'il faut souligner à ce niveau, c'est que compte tenu du contexte sécuritaire, nous sommes un peu dépourvus par rapport à beaucoup d'opportunités qu'on peut développer dans les centres de formation professionnelle. Sinon, la formation professionnelle également, comme dans les autres régions, essaie, n'est-ce pas, de se développer, essaie, n'est-ce pas, de faire son chemin, essaie quand même de former le maximum de Nigériens pour qu'ils puissent soit s'installer à leur compte, soit travailler pour d'autres dans le cadre, n'est-ce pas, de leur emploi. Alors comment évaluez-vous actuellement l'adéquation entre les filières proposées dans la région de Tillabéri et les besoins réels du marché du travail local? L'adéquation entre filières de formation et l'emploi sur le terrain ou sur le marché de l'emploi, si vous voulez, comme vous voulez le dire, donc dépend également du tissu économique développé dans la région. Plus, n'est-ce pas, le tissu économique est développé dans la région, plus vous voyez toutes les filières porteuses peuvent, n'est-ce pas, s'exécuter ou s'exercer sans problème. Aujourd'hui, si vous remarquez, il n'y a pas de filière qui n'est pas porteuse. Toutes les filières sont porteuses, mais il y a des filières qui facilitent, n'est-ce pas, l'insertion des jeunes sur le terrain. Donc à ce titre, dire que prioriser ou il y a des filières qui sont plus que les autres, donc je pense que c'est méconnaître un peu la formation qui se déroule et que tous les jeunes qui sont formés, chacun en fonction, n'est-ce pas, de la filière qu'il a suivie, peut, n'est-ce pas, s'insérer, peut, n'est-ce pas, accéder à un emploi comme indiqué. Dans le cadre de la formation, comme dans le cadre de l'apprentissage, il y a des filières sur lesquelles, n'est-ce pas, on s'appuie, généralement où les jeunes ont beaucoup plus d'engouement sur le terrain. Quand vous remarquez les filières telles que les filières ASPH, c'est-à-dire les filières agro-silvopastoralisme et halieutique, n'est-ce pas, les jeunes qui s'y donnent dedans facilement s'insèrent dans le circuit de l'économie. Seulement là, le problème qui se pose souvent, c'est un problème de terre qui se pose parce que les jeunes, quand on dit jeunes, il faut qu'ils aient un accompagnement pour qu'ils aient beaucoup plus accès, n'est-ce pas, à ces ressources qui leur permettent de s'insérer très facilement dans ce domaine. Quel est le rôle que la formation professionnelle a joué dans l'expérimentation des champs écoles? La formation professionnelle joue ou a joué un rôle primordial dans ce secteur parce que si vous avez remarqué, aujourd'hui, depuis l'avènement du ministre de l'Enseignement et de la Formation professionnelle et technique, professeur Formon, il est en train, n'est-ce pas, de se battre pour que la formation professionnelle soit réformer en profondeur pour permettre, n'est-ce pas, à chaque apprenant, à la fin de sa formation, d'être un levier de développement. Lors de la visite du président de la République à Tillabéri, il a insisté sur la formation professionnelle pour que les jeunes qui sont formés soient des jeunes formés bien dans les domaines qui peut avancer le pays très vite. Et donc à ce titre, au niveau de la région, on s'appuie sur, n'est-ce pas, les différentes opportunités qui s'offrent à nous pour essayer de développer avec les partenaires qui accompagnent l'État et les autorités, n'est-ce pas, au niveau de la région pour faire en sorte que cette expérimentation soit une réalité palpable dans la région de Tillabéri. Écoutons notre deuxième pause musicale à présent avec le titre Gandio de l'orchestre Toubal de Dosso. Hey,
Alors Mokhtar, dernier, il parle de quoi dans cette chanson? Eh bien, Maman Ada, il faut retenir que cette chanson a été initiée par l'orchestre Toubal de Dosso il y a de cela une quinzaine d'années, et ce n'est pas permis à n'importe quel artiste, n'importe quel chanteur de trouver une chanson comme Daniel l'a tapé à travers cette musique ici au Niger. Il faut comprendre que Dernier a quand même chanté pour cette belle créature de la nature, les girafes qui vivent ici à une cinquantaine de kilomètres de la capitale Niamey. Et on peut les retrouver, ces animaux sauvages, en très belle symbiose avec la nature. Et il faut comprendre aussi que l'objectif de cette chanson, c'est d'amener quand même les autorités, la communauté à comprendre l'importance de la girafe pour la communauté. Voilà. Il faut aussi savoir que qu'à un certain moment, à une certaine époque de la vie, ces animaux ont été quand même stressés. Ils étaient pourchassés pour leur viande à travers certains braconniers. Ils étaient un peu chassés, raison pour laquelle Daniel a chanté cette chanson pour interpeller les consciences de nos communautés, de nos autorités, sur l'importance de sauvegarder cette belle créature de la nature ici au Niger, qui sont les girafes. Après cette balade musicale, retrouvons à présent la deuxième partie de l'entretien du jour.
Dans la seconde partie de l'entretien de ce soir, le directeur régional de l'enseignement et de la formation professionnelle et technique de Tillabéri, Mohamed Tchouloum, fait le point sur les matériels et équipements pédagogiques des centres de formation. Il revient également sur les obstacles structurels qui freinent le développement et la formation professionnelle dans la région de Tillabéri. Il est toujours au micro d'Abdelaziz Hassoumi. Quel est l'état global des ateliers, laboratoires et équipements pédagogiques dans les différents établissements de la région de Tillabéri? Vous savez, je vais rappeler une initiative du ministre professeur Formon qui dit zéro école à 80. Donc cette initiative est en train de porter ses fruits. Donc à travers cette initiative, l'État est en train de s'activer avec les partenaires pour non seulement sécuriser les établissements d'abord, les centres de formation, mettre les centres à niveau. Vous savez, la formation professionnelle est chère. Donc, malgré les difficultés du moment, l'État fait tout pour que, n'est-ce pas, le jeune Nigérien soit bien formé. Pour cela, les ateliers, les supports pédagogiques, la matière d'œuvre qui sert, n'est-ce pas, à former les jeunes sont en train d'être mis en place par l'État pour que ces jeunes soient bien formés et pour leur permettre d'avoir la main, comme on le dit, et être acteurs principaux, si vous voulez le dire, dans, n'est-ce pas, le développement du pays. Alors, quelle est actuellement votre vision principale pour le développement de l'enseignement et la formation professionnelle dans la région? Ma vision est inclusive. Donc, nous œuvrons pour que tous les jeunes qui sont inscrits au niveau des centres de formation ou qui sont inscrits en apprentissage, comme je l'ai dit tantôt, aient la capacité de s'auto-former et également de s'auto-employer. À la fin de la formation, en principe, un jeune qui a suivi un cursus de formation professionnelle ne devrait pas venir rester ou tendre la main. Il devrait être vraiment un vrai acteur, n'est-ce pas, de création de richesse, qui lui permet également lui-même de former d'autres jeunes et être utile pour lui-même et pour le pays, n'est-ce pas, en créant de petites richesses qui lui permettent, n'est-ce pas, de s'auto-employer ou s'auto-suffire. Quels sont, selon vous, les principaux obstacles structurels qui freinent le développement de l'enseignement et la formation technique et professionnelle dans la région de Tillabéri? Bon, les obstacles sont de plusieurs ordres, mais je vais souligner juste 3 qui, à mon point de vue, freinent un peu l'insertion. D'abord, il y a la question d'insertion professionnelle des jeunes sortants. Donc, les jeunes, n'est-ce pas, qui ont fini leur formation doivent être insérés. Mais malheureusement, cette jeunesse, comme je l'ai dit tantôt, sont toujours là à lourdir, n'est-ce pas, le taux, n'est-ce pas, de chômage des jeunes. Il y a le manque ou la peur pour les jeunes d'initier des initiatives privées qui leur permettent, n'est-ce pas, de s'auto-employer. Et l'autre, c'est la question du financement des projets des jeunes. Donc là, l'État est également en train de faire en sorte que, n'est-ce pas, les jeunes qui ont des projets à travers le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, qui est vraiment un fonds de développement qui permet aux jeunes, n'est-ce pas, d'avoir de l'emploi, qui permet également aux jeunes d'être appuyés et en pied d'œuvre pour faire en sorte que ce volet aussi également puisse avoir l'appui conséquent pour permettre aux jeunes d'avoir de quoi faire, Inch'Allah. La formation professionnelle, beaucoup pensent que c'est réservé seulement aux hommes. Est-ce que au sein des établissements de formation professionnelle, il y a des filles dans les différentes filières? Si oui, pouvez-vous nous donner quelques indices? Vous savez, au tout début de la formation professionnelle, beaucoup pensent que la formation professionnelle est un domaine réservé exclusivement aux hommes. Mais aujourd'hui, ce qui est paradoxal, et je vous invite à faire un tour, vous allez voir que la gente féminine a pris plus le dessus même que les hommes. Maintenant, vraiment, cette tendance a été renversée. Les filles ont pris conscience. Même dans le domaine industriel où on pense que c'est exclusivement réservé aux hommes, maintenant les filles ont vraiment renverser cette tendance. En termes de pourcentage, je n'ai pas fait le pourcentage tout de suite, mais vraiment plus de 50%, n'est-ce pas, de ces apprenants dans les centres de formation professionnelle aujourd'hui sont les filles. Donc je pense que quand les femmes s'intéressent à la formation professionnelle, donc je sais que nous pouvons, n'est-ce pas, espérer que la formation professionnelle
puisse répondre, n'est-ce pas, aux besoins réels, n'est-ce pas, pour être un maillon de la chaîne pour autonomiser les jeunes filles comme les jeunes garçons. Mon appel auprès de l'État, c'est de saluer, n'est-ce pas, les efforts de l'État par rapport à l'accompagnement qu'il ne cesse d'apporter dans le cadre de la mise en œuvre de nos activités dans la région, malgré, n'est-ce pas, le contexte un peu difficile de la région. L'État quand même nous accompagne pour que la formation professionnelle se déroule dans les meilleures conditions. Studio Kalangu est un média de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, la Norvège, l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Rubrique justice à présent. En droit civil, on parle du patrimoine qui est l'ensemble d'actifs ou passifs d'une personne physique ou morale. Il serait important de savoir la signification de ces deux termes juridiques. Suivons à cet effet l'entretien accordé au juriste Moussa Bachir par notre correspondant d'Agadez, Anissé Karim. Maître, qu'est-ce qu'un patrimoine en droit? Le patrimoine, c'est l'ensemble des biens et des obligations d'une personne physique ou morale. Il représente la situation financière globale d'une personne. Il peut être positif, on parle d'actif, ou négatif, on parle du passif. Qu'est-ce qu'on entend par un actif et un passif? L'actif, ce sont les biens, les droits, les créances que quelqu'un possède. Exemple, un compte en banque avec de l'argent, un immeuble que la personne possède, des créances à recouvrer, argent que d'autres vous doivent. Et s'agissant du passif, ce sont les dettes, les obligations, les engagements que quelqu'un, personne physique ou morale, doit honorer. Exemple, dette envers des créanciers, obligations contractuelles, un prêt bancaire à rembourser, des factures impayées, des loyers à payer. Qu'est-ce qui distingue l'actif du passif? Et ce qui les distingue, c'est leur nature. Le passif représente des obligations ou des dettes, ce que vous devez à la personne. L'actif représente des biens ou des droits, ce que vous possédez. Si les passifs ne sont pas honorés, quelles sont les voies de recours? Bon, la personne peut saisir le juge compétent, qui est ici le juge civil, et c'est lui qui s'en occupe. Donc la personne va aller au tribunal et saisir le juge civil. Donc il convoque l'autre partie pour qu'il vienne donc honorer à son engagement. Voilà la voie à suivre. Après la rubrique justice, chers auditeurs, place à présent à l'écho des régions, une fois n'est pas coutume. Ce soir, nous nous intéressons à une réalité peu visible, celle des hommes qui partagent la vie des femmes engagées dans l'activisme et le leadership. N'est-ce pas, Mokhtar? Et oui, Mamanada, au Sahel, l'engagement public des femmes continue de susciter des commentaires et des réserves. Le poids des traditions continue d'influencer l'exposition et la prise de position des femmes, et être un conjoint de femmes leaders est encore plus controversé. Dans ce reportage coproduit par les projets de la Fondation Hirondelle dans le Sahel, les studios Hirondelle du Tchad, le studio Kalangu du Niger et le studio Tamani du Mali, nous faisons un zoom sur les conjoints dont les épouses œuvrent dans le combat pour le respect des droits de l'homme et qui ont décidé de les accompagner. Railatou Soumana pour le reportage. Difficile d'évoquer le paysage des défenseurs des droits de l'homme au Mali sans parler d'Adam Dicko. La trentenaire s'est donnée pour mission de bousculer les idées communément acceptées depuis une quinzaine d'années. Dans un contexte où les femmes sont confinées au second rang, son époux Ousmane Maïga a décidé de se tenir auprès d'elle pour faire aboutir son ambition. Il est très important que les hommes que nous sommes puissions faire face à tout ce qui est pression sociale, la pression des pères, parce que cela peut être un facteur qui peut amener certains hommes à dire non à tout ce que leur femme veut entreprendre. Oui, je comprends qu'il y a des stéréotypes, mais cela ne doit pas être un obstacle pour tout homme moderne qui pense de manière juste à sa conjointe et à sa famille. Face à ces préjugés, Indilbe Djimé, un administrateur à la retraite, soutient depuis plus de 40 ans le combat de son épouse Ildjima Lokian pour les droits de l'homme au Tchad. Le poids des traditions, il faudrait que les gens y réfléchissent à ces choses. C'est des petites différences qui vont pas s'éteindre demain, mais qui vont régresser doucement jusqu'à arriver à une situation où ce serait mieux-être pour
le genre, comme on dit. Il fallait un cadre de femmes pour qu'ils disent les choses avec leur sensibilité de femmes. On a montré nos limites, nous les hommes. Il faut bien qu'on ait leur concours. Regardez dans nos villages même, c'est la mère qui toujours va voir tel problème de l'enfant, tel problème de tel autre, va voir tel machin social. Et c'est dans cette droite ligne-là. Moi, j'ai confiance à l'évolution du genre, comme on dit. Pour évoluer dans le bon sens, la communication reste le pilier central, selon Mokhtar Si, dont l'épouse Aminata Makou Traoré est présidente de la Fédération malienne de taekwondo. Pour lui, communiquer permet de renforcer la cohésion face aux pressions extérieures. De multiples barrières sociales sont posées parfois par les hommes. Une femme, ça doit rester à la maison, une femme, ça doit s'occuper du foyer. Alors que moi, je pense que la femme, c'est d'abord et avant tout une énergie positive qui doit être soutenue. Aimer sa femme, c'est aussi la soutenir dans ce qu'elle aime faire. Et une femme qui arrive à atteindre ses objectifs, et c'est la nation qui réussit. Pour faire en sorte que les hommes ne puissent pas constituer des barrières pour les femmes, c'est de communiquer. Communiquer est essentiel, estime aussi l'enseignant-chercheur Dr Aboubakar Hassan, conjoint de la colonelle Marizika, qui est également médecin obstétricienne et administratrice déléguée d'une commune de Niamey. Face aux multiples fronts de son épouse, il n'hésite pas à s'impliquer en cas de besoin. C'est toujours important de se partager les informations et c'est ce qui fait pratiquement que dans beaucoup de ces activités, j'arrive à comprendre ce qu'il faut faire en tant que mari. Quand on doit accompagner sa femme, je pense qu'il n'y a pas que des mots qu'on puisse sortir de sa bouche. Il faut aussi des actions. Et le plus souvent, moi, ça m'arrive de jouer, par exemple, au taximan, quand il faut la transporter de quelque part à quelque part. Dans le cadre de ces activités, moi, je pense qu'elle est une priorité pour moi. Quand elle a besoin de moi, à tout moment, je réponds de façon positive. Grâce à leur soutien, bien que discret, ces hommes participent à l'engagement de leur épouse pour l'atteinte de leurs objectifs. Auditeurs, auditrices des programmes du studio Kalangou, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangou et place à présent à la page sport avec notre chroniqueur sportif du jour, Alassane Abdou. Bonsoir Alassane. Bonsoir Mokhtar, bonsoir Ada. Eh bien Alassane, la phase finale continentale du championnat africain de football scolaire de la CAF Zimbabwe 2026 a débuté aujourd'hui. Et oui, Mokhtar, la phase finale continentale du championnat africain de football scolaire, la CAF, Zimbabwe 2026, a débuté officiellement aujourd'hui à Gateway High School de Harare. Harare, c'est la capitale du Zimbabwe. La rencontre d'ouverture a opposé dans la catégorie masculine le Sénégal, finaliste de la précédente édition au Bénin, à 9h heure locale. L'ensemble des matchs vont se dérouler dans de très bonnes conditions selon la CAF et vous pouvez avoir ces matchs-là sur le site de la CAF. À marge de ce championnat, d'autres activités sont aussi organisées par la CAF, n'est-ce pas Alassane? Et oui, Ada, les finales continentales du championnat africain de football scolaire de la CAF ne se limitent pas seulement à l'intensité des rencontres sur le terrain. En parallèle de la compétition organisée à la Gateway High School de Harare, un stage de formation pour l'obtention de la licence D de la CAF des entraîneurs se déroule actuellement, ajoutant une dimension éducative majeure à l'événement. Au total, 30 entraîneurs en devenir prennent part à cette formation, constituant un groupe aussi diversifié qu'inspirant, tous animés par une même ambition, contribuer au développement du football à la base. Le programme intègre également les éducateurs travaillant avec les jeunes en situation de handicap, leur offrant ainsi une opportunité précieuse d'acquérir des bases solides en entraînement et de renforcer leurs compétences pour un football plus inclusif. Alors Alassane Abdou, qui encadre cette formation des encadreurs? Oui, Mokhtar, la formation est dirigée par des instructeurs expérimentés de la CAF, dont l'expertise permet aux participants de bénéficier d'un enseignement de qualité, mêlant théorie et retour d'expérience concret du terrain. Les participants à la licence D de la CAF sont ainsi initiés aux fondamentaux du métier d'entraîneur, notamment
les principes de base du coaching et l'éthique sportive, les techniques fondamentales du football et le développement des habilités, la planification et l'organisation des séances d'entraînement, la sécurité des joueurs et les mesures de protection, la compréhension des lois du jeu, la détection des talents et le développement du football de base, les compétences en communication et en leadership, et enfin les bases de la préparation physique chez les jeunes joueurs. L'un des aspects clés de cette formation repose sur l'analyse des matchs disputés entre le 6 et le 10 avril. Cette approche pratique permet aux participants d'observer des situations réelles de match, d'affiner leur lecture tactique et de mieux évaluer les performances individuelles dans un contexte compétitif. C'est tout pour aujourd'hui, Maman Ada et Mokhtar pour la page sport. Merci Alassane, merci beaucoup pour cette actualité sportive. Maintenant, place à notre chronique Loti de votre émission, le Niger sur Kalangou. Et oui, la rubrique Loti de ce lundi 6 avril 2026 porte sur le dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. Certaines femmes nigériennes négligent encore le dépistage précoce du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus. Pourtant, il s'agit de la mesure la plus efficace pour détecter ces maladies à un stade curable et dans bien des cas pour les prévenir. Écoutons Hawa Ousmane et Salamatou Kadri. Affairage. Assalamu alaikum. Apparemment, il n'y a personne dans cette maison. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Haji Arabi. Bonne arrivée. Bismillah, mais prends place. Merci, ma chérie. Et tout ce temps. Attends, on ne se plaint pas. Dieu merci, on est là. Dis, c'est un peu trop calme chez toi aujourd'hui. Mais où sont les enfants? Tu as vu, voilà. Ils sont à Makaranta. Ah, je vois. Tu as vraiment raison. Les enfants, il faut bien les occuper. En plus, c'est important qu'ils apprennent la religion. Ok. Toi, dis-moi. Quel bon vent t'amène chez moi? Je suis surprise de ne m'as pas informé de ta visite. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Ma copine, calme-toi. Ce dont j'ai à te dire là ne peut pas être annoncé au téléphone. Inna lillahi. Bani. Hey. Je t'arrête tout de suite. Personne n'est mort. Tu m'as tué, wallahi. Hein? Toi, tu es juste une alarmiste. Écoute, je voudrais te parler d'un sujet très, très, très intéressant et urgent en même temps, car ça concerne notre santé et d'ailleurs la santé de toutes les femmes. Donc, quelqu'un va mourir? Allah, écoute au moins la suite, ma chère. Ce matin, j'ai suivi une émission à la radio Gongongon qui parle de la santé des femmes. Ils disent quoi? Subhanallah, qu'est-ce qui va nous arriver encore, hein? Calme-toi, bon sang. Allah, Zakodi Gaugawa. Mais tu n'as même pas attendu que je finisse. Il n'y a rien d'alarmant. Tu es trop agité. J'ai entendu dire qu'il est important que les femmes en âge de procréer aillent se faire dépister du cancer du sein et du col de l'utérus. Dépistage du sein, quoi, avec utérus? Mais moi, ça ne me concerne pas. Ah bah toi aussi. Ça fait plus de 10 ans que je n'ai pas accouché. D'ailleurs, moi, je n'apprécie pas ces tripotages. Hein? Non, ça c'est pour vous. Moi, des personnes ne vont me masser les seins, prétextant une palpitation ou c'est quoi même le nom? Palpation. Toi. Tu vas te tromper. Tu as fini maintenant? Oui, j'ai fini. Continue. Toi, ouvre grand tes oreilles. Ce dépistage, c'est pour toutes les femmes en âge de procréer, comme je te l'ai annoncé. Même les femmes qui n'ont jamais eu d'enfants sont concernées, à plus forte raison toi qui as 2 gosses, machallah. Hey, rectification. Ma chérie, n'exagère pas. J'en ai 9. Mais c'est du pareil quand même. Et puis, il faut te calmer un peu. Pour la palpation des seins dont je te parlais, c'est juste quelques secondes. Les agents de santé te montrent même comment tu peux le faire toi-même chez toi de temps à autre pour voir s'il n'y a pas d'alomanie. Ah là, c'est mieux. J'ai pas fini, tu m'as interrompu. Plus vite la femme est dépistée, plus vite elle est prise en charge à temps. Et là,
elle peut guérir complètement et sans séquelles, ma chérie. Ah bah, Rabi, il fallait commencer par là. Tant mieux, tu as compris maintenant quoi? Toi, il faut donc informer ton Maïgida. Je viendrai demain et nous irons ensemble, Inch'Allah. Compte sur moi. Dès qu'il sera là, je vais l'informer. Vraiment, merci ma chérie. Après cette visite, je serai aussi rassurée. Mais voilà, tu as tout compris. Donc à demain, Inch'Allah. So, bye bye. On va encore souffler en musique pour boucler cette émission. Je vous propose ce titre emblématique, Gawo Izo de Fé Moussa Poussi. Nagare, Tungunda Tobe Kulin Nagare, Jerikare Kulin Nagare, Gandio Yang Kulin Nagare. Saji Sanaga Orizo, Sachaito Manago, Turi Bere Kuluani, Sambabo Manakaya. Mokhtar, je pense, sur ce son musical de Moussa Poussi. Nous sommes à la fin de votre émission, le Niger sur Kalangou, au micro Mokhtar Hamadou et moi-même Mama Ada. La technique a été assurée par Abdoulaye Yakouba alias Bungala Star. À l'édition, c'était Adama Dawaki. Excellente soirée à toutes et à tous.